Aujourd'hui, c'est jeudi, et comme chaque jeudi, c'est le jour de ma thèse en synthèse. Ma thèse en synthèse, c'est quoi? Si vous n'êtes jamais venu, eh bien c'est une initiative lancée par le Discord du Vortex, où nos amis thésards viennent présenter leurs travaux à notre petite tribu de fans de science. Et aujourd'hui, nous avons la chance et l'honneur d'accueillir Chat. Comment vas-tu? Très bien, merci. Tu es en deuxième année de thèse au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, aussi appelé l'Aume. Avant ça, tu as fait un master au Mans, et encore avant une double licence musique et sciences à la Sorbonne. Tu es aussi saxophoniste et tu as débuté une chaîne YouTube de vulgarisation sur l'acoustique avec des amis. Alors, maintenant que je t'ai présenté, on va passer sur ton sujet. Et en plus, tu m'as donné un grand résumé, donc on va parler un petit moment. Donc, les trous noirs fascinent l'imaginaire collectif depuis leur découverte, et ils agitent encore aujourd'hui bien des chercheurs. L'un de leurs aspects qui peut interroger est celui de leur fin de vie. Qu'advient-il de toute cette masse? Une réponse est avancée en 1975, la théorie de l'évaporation des trous noirs de Stephen Hawking. Seulement, celle-ci prévoit une radiation en provenance des trous noirs si infime qu'il serait métrologiquement impossible de la mesurer, même à supposer que l'on puisse s'en approcher, et en revenir. Nous voilà donc bien avancés, jusqu'à ce que, en 1981, un chercheur canadien du nom de William Unruh remarque la possibilité d'écrire une correspondance exacte entre la lumière dans un champ de gravité et le son dans un écoulement fluide. Cette analogie se révèle être mathématiquement robuste et permet donc aussi de prédire un rayonnement de Hawking analogue, sous la forme d'ondes mécaniques à énergie négative. Si ces ondes sont compliquées à appréhender, elles sont faciles à détecter car leur présence fait baisser l'énergie totale du système. La thèse de Chat porte sur un dispositif expérimental permettant de créer un trou noir acoustique analogue, appelé un trou muet, à une dimension. En particulier, pour s'assurer que la mesure du rayonnement analogue soit correcte, il faut que les pertes d'énergie soient uniquement liées à la présence de ces ondes à énergie négative. Elle étudie donc les interactions énergétiques entre les différents éléments du système. Ondes acoustiques, traitement des parois, écoulement fluide. Charlotte, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, donc moi je suis donc acousticienne, comme l'a très bien introduit Tofu. Puis pour parler d'acoustique, je me suis dit que la première chose à faire, c'est peut-être de définir ce que c'était que l'acoustique. Pour ça, j'ai repris un très beau schéma de la Société française d'acoustique, qui regroupe tous les domaines dans lesquels on peut intervenir en tant qu'acousticien. Vous le voyez qu'il est séparé en 4 grandes parties, qui sont critiquables et critiquées. Mais ce qui est important là-dedans, c'est en tout cas la diversité de sujets qu'on peut avoir. Souvent, quand on parle au grand public d'acoustique, on nous demande si on est ingénieur du son. Non, il se trouve qu'on n'est pas du tout ingénieur du son, mais qu'on fait plutôt des maths en général. Et puis ces maths-là, on les applique à plein de choses, mais sur un objet commun qui sont les ondes mécaniques. Les ondes mécaniques, elles apparaissent sous plusieurs formes, soit dans l'air, soit dans les solides, soit dans les fluides. Et vous pouvez voir là-dessus, alors je crois que je peux avoir un petit pointeur, voilà, que on traite aussi bien des tremblements de terre que d'électroacoustique, c'est-à-dire de haut-parleurs, etc., que de sons dans l'air qui peuvent être très forts, qui peuvent venir des avions notamment, mais aussi de questions un peu plus sciences humaines, on va dire, qui seraient de la psychoacoustique, par exemple, où on fait le lien entre ce qu'on entend, ce qu'on ressent, et la manière dont le cerveau le perçoit. Dans cette histoire-là, ma thèse à moi, elle se retrouve à cheval entre ces deux parties-là, si on veut. C'est-à-dire que je fais de l'acoustique fondamentale, je fais beaucoup d'équations finalement, hein, donc je repars des grandes équations de conservation de l'énergie, de la masse et de tout ce que vous voulez. Et puis on l'applique à des milieux dans lesquels on a un écoulement d'air. Typiquement, on appelle ça de l'aéroacoustique. Et l'application la plus grosse en termes de budget, mais aussi de main-d'œuvre là-dessus, c'est l'aéronautique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de financement de thèse actuellement par Safran, par Airbus. La NASA a beaucoup de thésards aussi là-dessus, où on s'intéresse à réduire le bruit des avions. Donc moi j'arrive là-dedans un peu comme un ovni parce que j'utilise les mêmes outils qu'eux, mais sans aucune application en tête. C'est-à-dire que nous on veut comprendre des choses dans l'histoire. Et mon titre de thèse qui est un peu barbare mais que je tenais à vous mettre quelque part, c'est donc l'analogie gravitation, acoustique avec écoulement, application au rayonnement de Hawking des trous noirs et aux trous muets acoustiques. Donc avec tout ça, de quoi on va parler aujourd'hui ? D'abord je voudrais faire un petit point sur pourquoi est-ce qu'on a besoin d'analogie en physique. Qu'est-ce que c'est qu'une analogie, à quoi ça sert et pourquoi on s'en sert. Après, je parlerai de l'analogie trou noir, trou muet, et d'un de ces aspects qui est l'analogie rayonnement de Hawking, rayonnement de Unruh. Et puis finalement, je vous dirai un peu ce que je fais moi dans ma thèse, dans ce cadre-là. Donc les analogies, on en a besoin parce que y a beaucoup de mesures qu'on ne peut pas les réaliser.
Donc là, je vous parle de trou noir. Vous pensez bien qu'on ne va pas les poser un thermomètre à côté d'un trou noir. Donc il nous faut un objet qui réagisse de la même manière, et qu'on puisse traiter de la même manière, c'est-à-dire un objet avec lequel on puisse aller chercher des choses intéressantes, et qui ait les mêmes mathématiques tant qu'à faire. Donc un système analogue, c'est ça. C'est un système qui aurait une physique différente, puisqu'on ne traite pas les mêmes objets physiques, mais qui mathématiquement se décrirait de la même manière. Donc, les analogies qu'on utilise dans la vie de tous les jours, ou en tout cas en tant que physicien dans la vie de tous les jours, la plus connue, ce serait la mécano-électrique. Pour tous ceux qui ont fait un bac S avant 2012, globalement, vous l'avez vu, c'est un système résonant avec une équation différentielle d'ordre 2. Celle-là a été trouvée par Maxwell, donc c'est déjà un petit bout de temps qu'elle est utilisée. Une analogie qu'on aime beaucoup aussi, c'est l'analogie entre flux électrique et flux hydraulique, c'est-à-dire pouvoir décrire l'électricité comme quelque chose qui coule. L'analogie photon-phonon aussi est pas mal utilisée. C'est-à-dire que puisque la lumière c'est à la fois une onde et une particule, on peut se dire que le son ça pourrait peut-être être une particule aussi puisque c'est une onde. Donc tout ça c'est des choses qu'on utilise et qu'on manipule parce que les mathématiques qu'il y a derrière sont les mêmes. Finalement on s'en sert pour comprendre un phénomène en étudiant un autre et aussi pour valider un comportement par des mesures sur un système plus accessible. Plus accessible ça veut dire quoi ? Ça veut dire quelque chose sur lequel on va pouvoir aller faire des mesures. Bon, et puis un système qui est particulièrement pas accessible, c'est les trous noirs. Donc pour ça, on parle de trous muets. Avant de parler de trous muets, je vais vous parler de trous noirs. Ce que c'est qu'un trou noir. Un trou noir, quand on le définit en tant que tel, souvent, on parle de quelque chose d'incroyablement massif. En fait, on devrait parler de quelque chose d'incroyablement dense. C'est-à-dire qu'il est très massif, mais surtout sur une région spatiale qui est très limitée. Ce qui fait que finalement, on a un champ gravitationnel tout autour du trou noir qui est énorme. Et on parle de déformation de l'espace-temps, en fait. Pour décrire un trou noir, on a besoin d'avoir deux grosses notions, globalement. La première, c'est celle d'horizon. C'est-à-dire qu'on a une distance à partir du centre du trou noir et qui est telle qu'on ne pourra plus revenir en arrière. Donc si j'avance vers mon trou noir, à partir d'un moment, et ce ne sera pas une limite claire, on ne s'en rendra pas compte, on ne pourra plus sortir du trou noir parce que pour en sortir, il faudra avoir une vitesse qui serait égale à celle de la lumière, égale ou supérieure en tout cas. Et aucun objet dans l'univers ne peut aller plus vite que la lumière. Une autre région qui est importante autour d'un trou noir, c'est l'ergosphère. C'est-à-dire qu'on a toute une région autour du trou noir dans laquelle l'influence du trou noir est sensible, c'est-à-dire qu'on va sentir qu'il se passe quelque chose dans l'espace, une force qui va être gravitationnelle en l'occurrence, mais on pourra toujours en sortir, c'est-à-dire qu'on a une zone où on est mis en mouvement. Ça, une analogie très simple pour comprendre ces deux notions-là, c'est ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? D'un point de vue pratique, c'est un trou dans un lac. C'est un truc qui est situé en Californie. J'ai mis un petit lien vers la vidéo, on se débrouillera pour le remettre dans la miniature sur YouTube, j'imagine, je sais pas comment ça marchera tout ça. Donc c'est un trop-plein dans un réservoir qui est relié à un barrage. Et après des fortes pluies, là, ils ont eu besoin de vider leur réservoir. Et ce qui se passe là-dedans, si on regarde un petit peu, c'est qu'on a un flux qui s'accélère, c'est-à-dire que l'eau va de plus en plus vite au fur et à mesure qu'on se rapproche du réservoir. C'est aussi ce qui se passe si on le pense en une seule dimension, quand on s'approche d'une cascade. Si on fait du canoë dans une rivière qui débouche sur une cascade, l'écoulement va être de plus en plus rapide au fur et à mesure qu'on s'approchera de la cascade, parce qu'il y aura cette force de gravitation, l'eau va tomber au bout, qui va venir accélérer les choses. Et là, sur cette image qui est intéressant, un peu triste mais intéressant, c'est qu'on a un canard qui est en train de tomber dans l'histoire. Et ce canard-là, il se trouve qu'il ne s'est pas rendu compte que l'écoulement était en train d'accélérer, parce que quand on est dedans, on ne se rend pas compte. Et c'est exactement ce qui se passe aux abords d'un trou noir. Et si vous regardez la vidéo jusqu'au bout, en fait, le canard tombe dedans, parce qu'il n'arrive pas à revenir en arrière. Pourquoi il n'arrive pas à revenir en arrière ? Parce qu'il arrive à un moment où l'écoulement est tellement rapide qu'il est plus rapide dans une direction que la force que le canard est capable de mettre de l'autre côté. Donc il a passé l'horizon analogue, il est plus capable de sortir de ce trop-plein. Donc on a créé un trou noir analogue. Donc finalement, si on met tout ça ensemble, un trou noir analogue ou un trou muet, si on veut, c'est ça. C'est donc un écoulement qui s'accélère, c'est-à-dire qu'on a une célérité des ondes acoustiques dans notre cas, puisque nous, ce qu'on veut piéger, c'est pas les canards, mais du son. Donc la célérité des ondes acoustiques d'un côté est plus faible que l'écoulement, puisqu'il est encore assez lent. Et au fur et à mesure qu'il accélère, au bout d'un moment, il deviendra plus rapide que les ondes acoustiques. Et le moment exact où on a la célérité des ondes acoustiques
et la vitesse de l'écoulement qui sont égales, c'est ce qu'on appelle l'horizon analogue. Donc, en amont, les ondes acoustiques pourront aller dans les deux sens, c'est-à-dire que si on met un obstacle, elles pourront toujours être réfléchies. Par contre, en aval, l'écoulement sera trop fort, il va donc emporter toutes les ondes dans la même direction. Pourquoi c'est un trou noir tout ça ? Pourquoi est-ce qu'on parle de trou noir ? Parce que rien ne peut en ressortir, c'est-à-dire que tout le son qu'on va envoyer dedans ne pourra pas revenir. Donc c'est un peu fait avec les mains, mais il se trouve que ça marche. Et on va voir que ça marche même sur d'autres points, puisqu'on est capable de modéliser d'autres caractéristiques des trous noirs. Pour ça, il faut que je parle un petit peu de physique. Je suis absolument pas physicienne. Moi, je suis acousticienne, donc j'ai fait des études de mécanique. Donc je vais vous expliquer ça avec les mains. Ce sera sûrement pas la meilleure analogie à faire, mais je pense qu'elle vous parlera un petit peu. Donc, la question de la fin de vie des trous noirs, c'est un truc qui a pas mal fasciné parce que ça crée un paradoxe qui est celui de la disparition de l'information. On savait que les trous noirs avaient une fin de vie, mais on ne savait pas bien ce que devenait toute cette masse qui tombait dedans. Et la théorie de Hawking là-dessus, c'est que les trous noirs s'évaporent. Alors s'évaporent, ça veut dire quoi ? Simplement que dans l'univers, quand on parle de vide spatial, en fait, on parle pas vraiment de vide, puisque l'univers est pas vide, il est jamais vide. En tout point de l'univers, il peut y avoir, à n'importe quel moment, une création spontanée d'une paire particules-antiparticules. C'est-à-dire de deux objets qui vont se créer spontanément avec des propriétés tout à fait opposées. La particule est capable de s'éloigner du trou noir, puisqu'elle est créée loin de l'horizon, par effet de marée, en fait, simplement. Alors que l'antiparticule, elle, peut tomber dedans, puisqu'elle est antigravite, en fait. Et en venant là-dedans, une antiparticule va rencontrer les particules qui sont dans le trou noir, et donc elles vont s'annihiler, puisqu'une paire antiparticule-particule qui se rencontrent viennent se supprimer l'une l'autre, en fait. Donc on a une diminution progressive de la masse du trou noir. C'est un phénomène qui est très lent au départ, et qui s'accélère au fur et à mesure que le trou noir rétrécit. Donc quand son rayon rétrécit, c'est-à-dire la taille de son horizon finalement, rétrécit, le phénomène s'accélère. Donc on a une espèce de mort exponentielle des trous noirs, puisqu'ils meurent très lentement au début et puis de plus en plus vite. Ça reste un phénomène très lent, c'est-à-dire que d'après les estimations actuelles, le dernier des trous noirs, qui sont énormes, il y en a des énormes dans l'univers, donc le dernier des trous noirs mourrait dans 10 millions de milliards d'années. Donc ça fait tout ça avec 9 plus 9 plus 6, donc on en est à plus de 25 zéros derrière. Donc on a un peu de temps avant de voir mourir les trous noirs par ce phénomène, mais il explique beaucoup de choses. Pourquoi je parle de ça ? Parce qu'on est capable aussi de le modéliser, avec des ondes acoustiques cette fois-ci, dans les trous muets que je viens de vous présenter. Le rayonnement analogue au rayonnement de Hawking, c'est un rayonnement de Unruh. C'est-à-dire qu'au niveau de l'horizon analogue, quand l'onde acoustique rentre dans le trou noir analogue, on a l'émission d'une onde à énergie négative, on appelle ça. Ce qui est important dans cette histoire, c'est en tout cas qu'elle va apporter une énergie, qu'elle soit négative ou pas, peu importe. Mais on a cette onde qui est là, qui existe, et qui, quand on fait une mesure acoustique, apparaît pas en tant que telle. Elle apparaît comme une diminution de l'énergie totale du système. Bon, c'est bien joli, mais là, comme ça, l'analogie est pas évidente du tout. Ces deux phénomènes-là, ils sont analogues, parce que mathématiquement, ils se ressemblent beaucoup. Et si on regarde les équations, ils se ressemblent même plus que beaucoup, c'est qu'ils ont exactement la même tête. Alors, c'est des émissions d'énergie, et puis passer d'une énergie à l'autre, en physique, on sait faire. Donc, traditionnellement, ces deux phénomènes, on les représente comme des émissions de chaleur, c'est-à-dire deux températures avec des formes très équivalentes. Vous voyez qu'elles impliquent les mêmes constantes. Ici, on a ce H, ce K, ce pi. Tout ça, ça va être des constantes qui vont venir ensemble faire une analogie exacte puisqu'on a une ressemblance formelle très forte. Ce qui change entre ces deux choses, ce seront les paramètres qui vont être pris en compte, évidemment. D'un côté, on a la masse du trou noir, et de l'autre côté, on a l'accélération du milieu. Bon, en tout cas, ça fait des températures qu'on peut calculer. Donc pour un trou noir, un petit trou noir en tout cas, puisqu'on a dit que c'était plus rapide quand un trou noir était petit, on a une émission qui est à peu près de l'ordre de 10-8 Kelvin, ce qui reste tout petit. Donc on se dit peut-être que dans l'analogie acoustique, on aurait quelque chose de mesurable en tant que température. Et si on fait le calcul pour un trou muet de quelques centimètres, donc en 2D cette fois-ci, donc quelques centimètres de rayon, on aurait quelque chose de l'ordre de 10-7 Kelvin. Donc ça reste bien compliqué à mesurer, et on n'a aucune idée de comment le faire, on n'a pas les outils
métrologiques pour faire tout ça. Donc ce qui est fait, pour être plus simple, c'est ce sur quoi je travaille en ce moment. C'est quelque chose qui a démarré en 2015 au LOM, au Mans toujours, parce qu'il y a une équipe de chercheurs en métamatériaux qui a trouvé un moyen de ralentir le son. Ralentir le son, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans un milieu, dans l'air par exemple, le son a normalement une célérité qui est constante. On estime que dans l'air, à 20 degrés, à 1013 hectopascales, on est environ à 340 mètres par seconde. Le dispositif que vous voyez, c'est celui qui est dessiné en jaune sur le schéma ici. Et en fait, c'est simplement des petits tubes mis les uns à côté des autres avec des longueurs qui varient. C'est bien que les ondes acoustiques qui vont arriver, elles vont venir faire un aller-retour dans le tube avant de ressortir et de continuer leur chemin. Donc plus le tube sera long, et plus les ondes mettront de temps à voyager, donc plus leur vitesse sera faible. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un écoulement qui s'accélère, puisque c'est compliqué à faire, de maîtriser un écoulement, on a choisi d'avoir un écoulement qui soit constant, mais de ralentir les ondes acoustiques. C'est quelque chose qui est très malin. Pardon. Quelque chose qui est très malin, parce que on n'arrivait pas à le faire jusqu'ici. Il y avait des essais qui avaient été faits en 2D, notamment en Angleterre, à Southampton, avec une piscine dans laquelle on faisait tourner un écoulement, donc comme dans votre baignoire, quand vous videz votre baignoire. Sauf que ça posait pas mal de soucis, puisqu'on avait de l'écoulement qu'on maîtrisait pas bien, qu'on savait pas forcément quelle était la vitesse en tout point. Et donc on avait quelque chose qui marchait sur le papier, mais dans l'expérience, pas tant que ça. Ici, le fait de maîtriser l'écoulement complètement, puisqu'on l'envoie, on n'y touche plus, simplement le ventilateur que je suis sûre que vous avez tous chez vous parce qu'il fait super chaud, qu'on met à l'entrée d'un tuyau, et puis on regarde un peu ce qui se passe quand on envoie du son là-dedans. Et on se rend bien compte que, puisqu'on ralentit nos ondes en aval de l'écoulement, on arrive à avoir au bout d'un moment une vitesse des ondes qui sera inférieure à celle de l'écoulement. Donc on recrée bien le schéma du trou muet en une dimension, qui est qu'on a une zone avec un écoulement plus rapide que les ondes, et une zone avec un écoulement plus lent que les ondes. Donc on crée un horizon analogue, et on a créé notre trou muet à une dimension. Donc, pourquoi est-ce que ça marche tout ça, et comment est-ce qu'on mesure les choses ? On a dit que mesurer le rayonnement de Hawking, c'était compliqué, puisque c'était une température très faible. Et bien, pour ça, je vous refais un mini cours d'acoustique, c'est que dans un système acoustique, quand on a une interface, ici en l'occurrence l'horizon, puisqu'on a une discontinuité dans le système, et bien, quand on envoie une onde avec une amplitude I, on va transmettre une partie de l'onde, une partie de l'énergie, avec l'amplitude T fois I. Donc T, c'est ce qu'on appelle le coefficient de transmission. Et on va réfléchir une onde avec une amplitude R fois I. Donc R, c'est un coefficient de réflexion. Si l'énergie est conservée dans le système, si tout se passe bien, on a cette relation-là, R carré plus T carré égale 1, qui nous arrange bien, elle est facile à mesurer, et on fait plein de choses avec ça. Dans le système du trou muet en particulier, on mesure quelque chose qui est un peu différent, qui est que R carré plus T carré est supérieur à 1. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'énergie dans le système, ça veut simplement dire qu'il y a un autre objet quelque part qui vient prendre de l'énergie, et que donc pour que finalement le tout soit à l'équilibre, il faut que R carré plus T carré soit plus grand que 1, puisque l'autre partie est pompée par l'onde à énergie négative. Et effectivement, c'est ce qu'on mesure. Donc là-dessus, s'en est suivi 2-3 papiers de très grande qualité, que je vous invite à aller lire. Mais on avait quand même quelques questions à se poser. Donc c'est là que commence ma thèse, en 2017, où on se demande finalement, puisqu'on mesure des variations d'énergie toutes petites, est-ce qu'on est sûr que ce qu'on mesure, c'est bien un rayonnement de Unruh, et est-ce que c'est pas quelque chose qui se passe ailleurs ? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas des pertes d'énergie ailleurs ? Cette question ne vient pas de nulle part, c'est parce qu'on sait qu'un écoulement près d'une paroi, il est possiblement turbulent, c'est-à-dire que possiblement il peut faire des petits tourbillons, et puis on peut avoir des pertes là-dedans, c'est-à-dire un échange entre les ondes acoustiques, les écoulements fluides, et puis la paroi. Donc ma thèse c'est ça, moi c'est qu'on se demande là-dedans, qu'est-ce qui se passe finalement, sur cette paroi en particulier, entre l'onde acoustique, l'écoulement, la paroi. Et pour ça on a fait des modèles très simples au départ. On pensait que ça nous prendrait un mois à tout casser, et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait plein de choses à faire avec ça, parce que la communauté qui se sert de ces outils-là, c'est l'aéroacoustique. Et je vous l'ai dit au début, c'est une communauté qui s'intéresse beaucoup à des applications en aéronautique. C'est-à-dire que faire de la physique théorique fondamentale, ça les intéresse plus beaucoup. Donc même sur un modèle aussi simple que celui-ci, c'est-à-dire qu'ici on a une paroi sur laquelle on impose ce qu'on appelle une admittance, c'est-à-dire comment est-ce que la paroi va réagir, mais c'est partout la même.
On a un écoulement qui est très schématique, c'est-à-dire qu'il est constant partout, sauf près de la paroi où il décroît linéairement. Et puis on a une onde incidente, avec un certain angle qu'on peut régler. Et avec si peu de paramètres, on arrive à trouver plein de phénomènes vachement intéressants. Le premier, c'est qu'on se rend compte que l'énergie acoustique là-dedans est conservée. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'échange dans ce système-là entre l'écoulement et les ondes acoustiques. Ensuite, on s'est rendu compte que si la paroi avait des pertes, on était capable d'avoir une onde acoustique qui sera complètement absorbée par la paroi. Donc ça veut dire qu'il pourrait y avoir des pertes quelque part là-dedans dans le système initial. Et puis aussi, on s'est rendu compte que avec cet écoulement-là, parfois, l'onde incidente est décalée, c'est-à-dire que son onde réfléchie, la flèche rouge ici, au lieu de ressortir directement là où l'onde incidente est venue taper, elle peut ressortir bien plus loin. Et tout ça, c'était des résultats auxquels on ne s'attendait pas vraiment. Et donc, on en a fait un papier qui est en révision actuellement pour le JASA, qui est le journal de la Société américaine d'acoustique. Donc, avec tout ça, finalement, on s'est rendu compte que d'un système compliqué, parce qu'il modélisait des choses compliquées, revenu à un système plus simple, on est arrivé à des choses encore plus compliquées auxquelles on ne s'attendait pas vraiment. Donc ma thèse, ça a été un espèce de petit labyrinthe entre physique théorique que j'ai dû apprendre, et puis aussi un peu de métamatériaux, qui est un sujet très in, mais qui n'est pas forcément facile à appréhender non plus, de l'aéroacoustique dans lequel les communautés sont extrêmement ingénieurs et très peu recherche, et puis aussi mes directeurs de thèse qui, eux, se retrouvent à cheval entre tout ça, et qui ont beaucoup de bonnes idées, mais qui ne sont pas forcément très aidants sur la recherche. Donc, pour en savoir plus là-dessus, je vous invite, pour débuter en acoustique, puisque là je vous ai parlé d'ondes acoustiques, etc., mais pas nécessairement de ce qu'était une onde, sur la chaîne YouTube qu'on est en train de créer avec les copains, qui s'appelle La Science Sonore. On crée un nouveau type d'épisode qui s'appellera La Boîte à Chat, qui seront donc gérés par moi, dans lesquels je vous parlerai d'acoustique et puis d'objets acoustiques. Et donc le premier épisode sortira ce week-end. Pour les questions sur les trous noirs et le rayonnement de Hawking, il y a une très bonne vidéo de Kurt Gesagt là-dessus qui s'appelle Black Holes Explained from Birth to Death. Sur quelque chose d'un peu plus compliqué, mais qui est plutôt de la philosophie en fait que des sciences. C'est l'épistémologie, mais très très bien écrite par Unruh, donc dont on parlait, qui est le découvreur de l'analogie. Il a écrit un chapitre d'un livre qui s'appelle Map and Territory in Physics, dans lequel il parle de l'analogie au sens large, mais surtout celle des trous muets. Pour ceux qui seraient un peu plus au point en physique, il y a l'excellente thèse de Florent Michel sur la gravité analogue. Il est excellent parce qu'il parle à la fois de physique théorique et de mécanique, et c'est rare les gens qui aient la double casquette là-dedans. Pour ce qui est la question de comment est-ce qu'on ralentit le son, il y a plusieurs articles, mais un très bon sur le slow sound de Jean-Philippe Grouby dans le JAP. Et pour la question des trous noirs analogues, celui de Yves Regan, qui est excellent aussi, où ils écrivent donc, c'est mes deux directeurs de thèse qui le publient pour le coup, où ils parlent de cette détection de rayonnement de Hawking équivalent. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention, et puis je suis ouverte aux questions. Merci à toi. Super présentation. Je vais évidemment ouvrir le bal des questions sur justement le ralentissement du son avec ce système de pas de réseau, enfin je ne saurais pas comment l'appeler spécifiquement. Vous arrivez à gérer le ralentissement du son de manière extrêmement précise, enfin de manière précise, vous savez ce qui se passe, il n'y a pas trop de problème d'isotropie ou d'anisotropie justement pour ce genre de choses. Non, parce qu'on est en indé. Et surtout, donc le principe des métamatériaux, c'est qu'on travaille avec des cellules qui sont petites et qu'on périodise. Donc c'est petit par rapport à la longueur d'onde en fait. D'accord. Donc ça veut dire que le changement de phase qu'on fait, donc le décalage qu'on fait dans l'onde par rapport à sa tête sur une période, il est minime à chaque cellule. D'accord, ouais. Et donc on arrive à le mesurer très bien sur chaque cellule. Et une fois qu'on périodise tout ça, on a quelque chose qui est très bien maîtrisé. Super. Bon, il est l'heure de se redécaler en salle d'attente pour les questions. Alors, donc pour les questions, comme je disais, n'oubliez pas de vous démuter. Ethan, tu as l'air d'être le premier à en avoir une. Yep. Moi, j'aimerais que tu réexpliques
comment, que tu réexpliques l'analogie de comment du coup cette onde à énergie négative se crée, parce que pour une particule il faut la puissance gravitationnelle d'un trou noir pour séparer sa particule et son antiparticule. Et donc du coup, est-ce que tu peux réexpliquer l'analogie cette fois au niveau du son? Ouais, alors en fait, non, il faut pas la puissance d'un trou noir. Hein, je veux dire, la création particule-antiparticule, elle se fait partout dans le vide. Oui, mais enfin, autour d'un trou noir, c'est quand même cette puissance qui est émise. Enfin, il y a plus de chances plutôt que qu'une création spontanée dans le vide de l'espace. Autour d'un trou noir, il y a plus de chances de création, de séparation, parce qu'il y a plus d'énergie. Ouais. Oui, effectivement. Alors là, en l'occurrence, c'est ce qu'on appelle une onde évanescente, en fait. C'est qu'elle a, celle-ci en particulier, elle essaye de se propager, mais elle peut pas. Donc c'est comme on a une interface, c'est-à-dire un changement dans le milieu, qui est l'horizon analogue, l'onde essaye de revenir, mais elle n'y arrive pas. Donc il y a une espèce de petite distance sur laquelle on a une énergie qui est là-dedans. Et celle-ci en particulier, on l'appelle à énergie négative parce que elle a une espèce de contradiction entre sa vitesse de phase et sa vitesse de groupe. Donc elle se retrouve à essayer de voyager dans les deux sens en même temps. Et si on calcule l'énergie de ce truc-là, ça fait une énergie négative. Mais c'est un objet purement mathématique en fait. Donc elle se crée très naturellement, comme elle se crée à peu près partout. À chaque fois que tu as une réflexion, tu as possiblement des ondes évanescentes. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de se propager, puis elles ne pourront pas parce qu'elles ne seront pas adaptées au milieu. Et donc très vite, elles vont mourir sur la longueur. Je ne sais pas si j'ai été claire. Yep. Enfin, pour moi, oui. Merci. Cool. Alors, je vais lire une question là qui est posée par Unvaluable. Donc, quand une particule et une antiparticule se rencontrent, elles se désintègrent. Donc, est-ce que la fameuse phrase de Lavoisier « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » est fausse? Parce que d'où ça vient? Bah non, parce que tu as une émission d'énergie. Au moment de il faut de l'énergie dans l'histoire pour... je suis en train de voir que des réponses ont été données, donc je suis d'accord avec les gens qui ont répondu, effectivement. Donc si je récapitule, c'est qu'il faut de l'énergie pour créer cette paire particule-antiparticule. Donc finalement, rien n'apparaît. Et puis quand elles se désintègrent, c'est-à-dire quand elles se rencontrent l'une l'autre, on a aussi émission d'énergie. Donc finalement, c'est juste une transformation d'énergie vers de la matière. Et inversement à la fin, quoi. Et inversement, voilà. Super, ok. Quentin, vas-y, je t'en prie. Ça marche pas. Ça marche, non? Ça marche pas. Ouais. Ah, c'est bon, cool. Pardon, je suis un peu perdu. Merci pour ta présentation, elle était super intéressante, super claire. Cool. Du coup, j'aurais juste 2-3 questions sur la partie expérimentale. En fait, du coup, il y a des problèmes avec la couche limite, c'est ça? En fait, non, parce qu'on bosse à très grande longueur d'onde par rapport au guide d'onde. Et donc, les seules ondes qui sont propagatives dans l'histoire, c'est les modes plans, on appelle ça, c'est-à-dire on n'a pas de mode dans la direction. Ah, ça bug. Tu arrives à te libérer d'une couche limite, parce que la couche limite, elle pose problème Tu m'as parlé de couche limite ou de couche critique, excuse-moi? De couche limite. Limite, oui. Donc la couche limite dans l'histoire, finalement, elle est trop petite pour poser problème. D'accord. Et du coup, en fait, les ondes que vous émettez ça avec des gros quartz, non? Ou des... Ah non, là en l'occurrence, c'est juste un haut-parleur. D'accord. Ouais. Qui est vissé sur le guide d'onde, en fait. Et du coup, c'est à peu près quelle taille la veine d'écoulement? C'est les veines d'écoulement classiques en aéronautique, donc c'est du 50 par 50. D'accord. Et du coup, en fait, vous mesurez comment l'onde qui revient sans être trop intrusif? C'est vous refaites une mesure par le haut-parleur? Non, c'est des méthodes de double microphonie qu'on appelle ça. Donc il y en a 2 à l'entrée, 2 à la sortie. D'accord. Et on mesure les différences de phase entre l'un et l'autre. Et puis les différences d'ampli. On arrive à avoir les pressions entrée et sortie et revenir aux amplitudes des ondes entrantes, sortantes, réfléchies, transmises. D'accord. Voilà. Du coup, après, j'avais aussi les questions sur les tubes, mais je pense que je vais juste aller regarder les non-tubes, mais je pense que je vais regarder les références que tu as données. C'est cool, il y a une bibliographie, on va pouvoir regarder.
Merci beaucoup pour tes réponses. De rien, merci. Alors, on a encore une question à l'écrit donc de Soft Yoda qui pose la question mais que se passe-t-il, vous bossez en indé? Comment? Ouais, on bosse en indé. Parce que c'est plus simple en fait, tout simplement. Et puis qu'un trou noir, c'est sphérique, donc on a une symétrie dans toutes les directions. Donc si ça marche en une dimension, on se dit que ça marchera en 3 dimensions. Ce qu'on n'a pas encore les moyens, ce qu'on n'aura jamais d'ailleurs les moyens techniques de faire, je pense. Ouais, c'est du Rθ, du coup, tu considères qu'à Voilà. n'importe quel θ, tu simplifies C'est sur le θ, ouais. On va dire ça. D'accord. Mais enfin, je veux dire, expérimentalement, c'est forcément pas du 1D, quoi. Je pense que c'est aussi ça qui peut poser la question, Ah oui, c'est tu d'accord, dis je que t'as comprends. une veine, Oui. c'est ça. En fait, le principe des veines à écoulement, c'est souvent qu'on se débrouille pour bosser en une seule dimension, parce que les autres dimensions sont très petites par rapport à la longueur d'onde de l'onde qu'on envoie. Ouais, du coup, tu peux ignorer les apports longitudinaux ou quoi que ce soit. Enfin. Ouais, c'est ça. C'est que les modes transverses sont pas excités en fait. On pourra se propager dans le guide à cette fréquence-là. Mais du coup, t'as parlé de turbulence à un moment avec tes vitesses, tes échelles de turbulence, elles sont aussi. C'était la grande question en fait. C'est aussi un peu pour ça que ma thèse a commencé. C'était qu'est-ce qui se passe en termes de turbulence. Et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas. C'est-à-dire C'est-à-dire t'es laminaire? On est laminaire, ouais. C'est marrant ça. C'est vrai que pareil, Ouais, on arrive à être laminaire parce que l'écoulement est assez lent finalement. On est à max 0,1 je crois là-dedans. Donc ça reste lent par rapport au reste, quoi. Et en fin de compte, les ondes acoustiques sont tellement ralenties dans l'histoire que les échanges énergétiques sont très faibles. Et donc on n'a pas trop de problème là-dessus. D'accord. Et Voilà. pour vérifier ça, en fait, vous avez fait, c'est une question un peu technique, mais vous avez fait ça comment pour vérifier la turbulence ou pas? Simplement que les mesures. Alors il y a eu des mesures en PIV, là pour le coup je pourrais pas te dire ce qu'il en est parce que c'est pas ma thèse du tout. Mais je sais qu'il y a eu des mesures en laser, donc en vélocimétrie laser Doppler. Donc pour faire ça, on met de la fumée dans l'écoulement et puis on filme. Mais, attends, tu dis vélocimétrie laser Doppler, donc c'est de la PDA que vous avez fait plus que de la PIV. Et non, c'est juste. Ouais, t'as dit PV. C'est pour ça les deux auraient fonctionné, je pense, hein, mais c'est vrai que. Non, oui, c'était de la PDA. Voilà, mais pour le coup, je ne saurais pas vous en dire plus que ça. D'accord. Parce que c'était pas ma thèse en fait. Donc moi, ce que j'ai vérifié, c'était que au vu des mesures énergétiques qu'on avait, on n'avait pas d'échange avec les turbulences. D'accord, ouais, c'était ok. Alors sur les petits textes qu'il y a eu, mais quand on va continuer par une Valley Bubble, hein, tu peux le lire en même temps, mais pour nos auditeurs, je le lis à voix haute. Mais quand on voit que sur l'échelle 1D, vous vous retrouvez avec des problèmes imprévus, si on triple les axes, est-ce qu'on peut supposer que le modèle 1D sera malheureusement très incomplet, il ne pourra pas vraiment résoudre ce qu'on lui dit, ce qu'on cherche à résoudre? Oui, non, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pas trop la question pour l'instant en fait. C'est que pour l'instant, on est déjà très content que ça marche. L'application plus loin que ça, elle est encore très, très floue pour nous. Ce qu'on fait pour l'instant, c'est qu'on produit de la connaissance et qu'on s'amuse. Donc voilà, je saurais pas vous en dire beaucoup plus que ça. Tu vends très bien ta thèse, hein, en tout cas. Moi, je m'amuse, globalement. Alors donc, pour une petite réponse simple hein, sur Papa Oula, sur pas mal de parallèles avec l'hydraulique, oui, on est sur de la mécanique des fluides, et pour le coup, que ce soit fluide gazeux ou fluide liquide, à part la densité, on a beaucoup de parallèles qu'on peut faire, justement, c'est très simple. Sûr, oui. C'est à peu près la même méthode. Ouais. Donc pour la question d'Ethan sur comment un fluidaire peut être laminaire, alors c'est une question de Reynolds, dirait un prof. Donc vas-y, je t'en prie, si tu veux répondre. En fait, c'est une approximation. Je veux dire, on est à un nombre de Reynolds assez bas pour il est à peu près laminaire et que ça nous suffit. Ouais. Oui, non, mais en fait, la question surtout, le contexte dans lequel je me pose, c'est que vous travaillez dans une conduite et donc du coup, l'air que vous faites rentrer sort bien d'un côté. Ouais. Et donc du coup, vu qu'il y a poussée,
techniquement, à la sortie à la sortie du conduit, le flux peut pas être laminaire parce qu'il y a forcément décompression de Ouais, l'air. mais on s'intéresse pas à ce qui est au bout, en fait. On s'intéresse à ce qui se passe au milieu de la conduite. Donc, ce qui se passe au... Il y aura forcément un jet quelque part avec des tourbillons qui vont se créer, mais c'est pas là qu'on regarde ce qui se passe, en fait. On est très loin de ça, même. C'est que la conduite, enfin, la veine à écoulement qu'on utilise, celle-là fait 10 mètres de long. Et on travaille au milieu. Donc, on a pas encore... et puis, on est très loin de ce qui se passe à la sortie de la veine. Ok. Sachant qu'en plus, c'est possible de pouvoir installer des trucs type nid d'abeille pour casser la turbulence, qui est souvent Ouais, fait c'est- dans les souffleries. Ouais. Et Différentes tailles. En fait, le liner qu'on utilise, donc le traitement de paroi qu'on utilise pour le sound, c'est déjà du nid d'abeille. Donc on a en plus des choses qui sont cassées à ce moment-là. Donc c'était la question aussi, c'est qu'est-ce qui se passe entre la paroi et ça, est-ce qu'on a une création de tourbillons à la paroi? Et c'est pas le cas. Sympathique. Mm. Ok, du coup, Panta, vas-y, continue, je t'en prie. Ouais, en fait, j'ai une question qui m'est venue. C'est là, tu travailles avec de l'air, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il y a eu des travaux sur soit d'autres gaz, soit d'autres fluides? Parce que Ça a été fait j'imagine. beaucoup dans l'eau. D'accord. Parce que c'est facile en fait de faire des grandes cuves à eau et de mesurer ce qui se passe dedans. Il y a une très très belle vidéo d'une expérience, je vous la retrouve, qui a été faite à Southampton, dans lequel ils font un tourbillon. Donc c'est-à-dire qu'ils ont une évacuation au milieu de leur piscine et ils font tourner ça et ils remettent donc ils ont une pompe qui ramène, qui tombe dans le milieu du tourbillon et qui le remonte sur le côté de la piscine. Très joli et ça marche très bien. Et par exemple, enfin, je sais par exemple que les gaz légers c'est vachement utilisé pour tout ce qui est acoustique parce qu'ils ont une compressibilité qui est vachement intéressante et du coup ça a été regardé ou ça a un intérêt quelconque? Je crois pas que ça a été regardé dans le cadre de la gravité analogue. D'accord. On l'utilise beaucoup quand on veut maximiser les échanges énergétiques. Dans notre cas, c'est pas trop le cas. Et ça pose pas mal de soucis en termes d'étanchéité des systèmes. Ouais, ça c'est un peu. Donc nous, on n'a pas trop de problème parce qu'on utilise une veine à écoulement. Donc, Et du coup, au final, dernière question, c'est la discontinuité, c'est. Enfin, est-ce que c'est quelque chose qui a à voir avec le ressaut hydraulique qu'on peut observer sur certains écoulements? je suis pas sûre, je crois pas. Je veux pas dire de bêtises là-dessus parce que je suis pas non plus mécanicienne des fluides. J'ai pas les équations en tête là-dessus en fait, donc je saurais pas dire si c'est la même chose. Donc je préfère pas te dire de bêtises, mais c'est possible. D'accord. Merci. Alors là, on n'a plus beaucoup de questions. Après, on peut partir sur les questions un peu plus techniques. Ah, je me suis trompé, je vois que CXZ a une question. Je t'en prie, vas-y. Mais non, je me suis dit que si jamais je posais pas de questions, ça allait faire un schisme dans l'espace-temps. Je vais pas en poser beaucoup ce soir, je suis crevé. Mais en revanche, il y a un terme que j'ai pas compris dans tout le truc, c'est métamatériau. Alors voilà. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'un métamatériau? Qu'est-ce qui est différencié d'un matériau tout court? Les choses en plus. Un métamatériau, donc c'est un matériau qu'on crée, on l'appelle méta parce qu'il a des propriétés qu'on n'aurait pas trouvées dans la nature telle qu'elle. On le crée en périodisant des petites cellules qui ont des propriétés qu'on fixe. Et donc typiquement, c'est pour faire des trucs un peu sexy où on a des masses négatives, des densités négatives, on a des vitesses d'onde nulles ou négatives ou tout ça. Voilà, donc c'est très très à la parce que ça rend bien. En pratique, c'est utilisé beaucoup en isolation parce qu'on est capable d'avoir de très grandes absorptions sur de très larges bandes de fréquences. Donc par exemple, il y a une start-up au Mans là, actuellement qui s'appelle Metacoustics. Ils font des traitements de parois donc dans lesquels ils ont des matériaux absorbants et ils font aussi des inclusions de petits résonateurs. Comme c'était fait déjà au XVe siècle dans les églises par exemple, où ils mettaient des amphores dans les murs des églises pour amplifier certaines fréquences ou venir en absorber d'autres. Et donc ils font ça et ça marche très bien, donc ils arrivent comme ça à avoir une acoustique qu'ils peuvent moduler à l'envie.
pour faire des choses très très belles. Donc un métamatériau, c'est quelque chose auquel on donne toutes les propriétés qu'on veut en périodisant des choses. Voilà. Oh, ok, merci. Bien. Ethan, tu as une autre question? Ouais, j'ai une autre question, puisque du coup, tu as dit que tu étais au Mans actuellement. Oui. Ça veut dire que, est-ce que parfois vous faites des tests dans la chambre sourde de l'Institut du Mans? Oui, bah ouais. C'est Moi, possible, je bosse d'arriver avec plaisir, oui. Actuellement, on a une manip secret défense là-dedans, mais, mais oui, évidemment. Oui. merde. Donc pour ceux qui ne le savent pas, la chambre sourde, elle est très belle parce qu'elle est construite complètement isolée. Un bloc de béton, un cube de béton qui a été construit pour isoler complètement. À l'intérieur de ce cube, ils ont mis des espèces de grands ressorts et de grands isolants en caoutchouc, de manière à ce que, acoustiquement parlant, il n'y ait aucune vibration qui passe là-dedans. Et ensuite, c'est une chambre qui est couverte, mur, plafond, sol, de dièdres, c'est-à-dire de petits blocs de mousse, de petits triangles de mousse. Et donc, quand vous êtes là-dedans, il n'y a aucune réflexion. Donc, si vous ne parlez pas de la personne qui est à côté de vous, il ne vous entend pas. Il y a plein de... Alors, vous avez sûrement vu la vidéo de Veritasium où il va dans la chambre sourde de Los Angeles, ouais. de Los Angeles. C'est Los Angeles, mais alors Los Angeles, c'est la première parce qu'il me semble qu'elle est à moins 12 décibels et il me semble comment c'est moins 9 décibels mesuré à l'intérieur. Ouais, quand on fait des mesures de décibels, on estime qu'on est à plus ou moins 5 en fait. Donc, donc je ne sais pas très bien ce qu'ils veulent dire par moins 12, moins 5, moins 9, moins 12, pardon. Mais, Ah bah je sais pas, voilà, c'est des trucs que j'avais lu dans les articles sur la chambre sourde du Mans. Mais je te recontacterai en privé pour passer cet été. Bah ouais, non mais avec plaisir. Hein. S'il y a moyen de visiter la chambre sourde du Mans, moi je dis ça. Bon. Ah, puis il faut se dépêcher parce qu'on derrière, il faudra un badge pour y aller, donc faut faire ça cette année. Ok, bah j'essaye de voir ça pour prochainement. Je t'en contacte un peu. Merci. Alors les mesures en décibels, oui, plutôt que de poser la question, il y a peut-être des gens qui savent pas exactement ce que veut dire des décibels et est-ce que ça a un sens en négatif. Je t'en prie. Oui, tout à fait. Alors du coup, vous pouvez voir la première vidéo de notre chaîne qui est déjà en ligne où on parle du décibel. Donc en fait, la mesure de décibels, elle est faite en tant que comparaison avec un seuil moyen d'audition. C'est-à-dire qu'on a fait des mesures sur un panel de gens en bonne santé, pas trop vieux, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas perdu d'audition. Et puis, on a mesuré un niveau moyen de pression que les gens pouvaient entendre. Et puis avec ça, on a fait des moyennes et on s'est dit que le 0 décibel, ce serait exactement la moyenne de ce que les gens pouvaient entendre. Donc ensuite, si on entend mieux que ça, eh ben, on entend à plus 3, plus 4, plus 5 décibels. Et si on entend moins bien que ça, ben on peut entendre à moins 5, moins 10. Donc quand on dit qu'une chambre sourde est à moins 5 décibels, c'est-à-dire que le niveau moyen dans la chambre est inférieur de 5 décibels à ce que la moyenne des gens peuvent entendre. D'accord. Voilà. Super. Je pense que Popalov a une question. Oui. Salut chat, salut à tous. Salut. Alors moi j'avais une question à propos de l'énergie négative. Quand tu parles des paires de particules de chaque côté du trou noir, ouais. Et l'énergie négative, en fait, ça veut dire quoi? Parce que je comprends pas du tout ce que ça peut être. Alors moi non plus, à vrai dire. C'est un objet mathématique, l'énergie négative. C'est que si tu mesures sa vitesse de phase, sa vitesse de groupe, c'est-à-dire que si on à laquelle l'onde va littéralement, et la vitesse à laquelle on la voit aller, si on veut, elles sont dans des sens opposés. Et mesurer ça, bah, ça nous donne une énergie qui aurait un moins devant. Donc c'est juste un objet mathématique en fait. Elle porte une énergie positive, mais si on fait le calcul de l'énergie au sens mathématique, il y aurait un moins. Ok, donc il n'y a aucune mesure qui a été faite là-dessus en fait, c'est que théorique. Bah, c'est que théorique, donc on a une définition de l'énergie avec laquelle on mesure toutes les énergies, et si on l'applique à cette onde-là, on voit un moins devant. Mesurer une énergie négative, ça n'a pas de sens en fait. Et j'avais une autre question aussi. Ouais. Alors à propos des applications de ce que vous faites, donc tu disais tout à l'heure, si j'ai bien compris, que vous saviez pas trop où ça vous menait, vous faisiez du savoir et c'était déjà bien, mais j'imagine que tu dois bien avoir une intuition quand même, ou quelque chose qui, tu vois, que tu sens, ou pas?
Bah pas vraiment à vrai dire parce que bon, évidemment on peut en trouver hein, si on cherche, si on tire le fil jusqu'au bout, je pense qu'on peut trouver quelque chose. Mais ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que bah, c'est pas notre boulot que de trouver une application à ce truc-là. Je veux dire nous on cherche quoi. S'il fallait en trouver une, l'aéronautique évidemment. Sauf que y a des choses très bien qui se font actuellement en aéronautique dans des traitements acoustiques qui se mettent dans les nacelles des avions. Le LOM a au moins 5 thèses et 3 postdocs là-dessus, donc je me fais pas de soucis sur le fait qu'ils trouvent quelque chose qui sera applicable dans les années à venir. Le truc c'est que nous, ce qu'on utilise, ça marche à une seule fréquence, ça demande un matériau très épais par rapport à la longueur d'onde à mettre sur les parois, donc du point de vue d'un constructeur d'avion, c'est pas intéressant du tout en fait ce qu'on fait. Voilà. D'accord. Et dernière question, à propos de l'analogie finalement que vous utilisez entre, donc si j'ai bien suivi, entre l'air et la matière, quoi, enfin le comportement de l'air et le comportement de la matière autour d'un trou noir. Ouais. Est-ce que le fait que ça marche bien finalement de décrire tout ça de la matière sous forme d'onde, est-ce que ça pourrait pas indiquer que peut-être c'est plus logique de voir la matière comme ça, comme une onde finalement? Ouais, on peut aussi dire que c'est plus logique de voir le son comme une particule, quoi. Donc je sais pas dans quel... Les deux se valent finalement, c'est des objets mathématiques pour décrire la même chose. Donc finalement, ce qu'on fait dans les deux cas, d'un point de vue philosophie des sciences, c'est qu'on cherche un langage pour parler de quelque chose qu'on comprend pas encore bien. Donc je pense pas qu'il y en ait un qui se vale mieux que l'autre, tu vois. Ok, merci. C'est Voilà. aussi, tel que je l'ai compris, que Cham m'a expliqué l'autre jour, il faut prendre en compte qu'ils partent sur la base de la dualité onde-corpuscule. C'est qu'une onde peut être une particule et une particule peut être une onde, et donc du coup, c'est mesurable, c'est transférable mathématiquement. Voilà. Ouais, donc au final, ça nous renseigne pas plus sur la nature profonde des choses. Non. Ou peut-être. Mais déjà, si on a le fonctionnement, c'est déjà un bon début, quoi. C'est ça. Ah oui, complètement. C'est déjà ça mathématiquement, avec des transformés de Fourier, ce genre de choses, pour passer d'un milieu à l'autre, un truc mathématique à l'autre. Du coup, on fait pareil en physique, je pense même que tu utilises sans doute des trucs mathématiques assez pointus derrière. Ah oui, bien sûr, puisque bah, ça demande... en acoustique, on aime beaucoup les approximations un peu violentes, quoi, donc ça demande toujours de se poser des questions sur la convergence de tes modèles, quoi. Ouais, je vois. Écoute, sur le chat écrit, il y a des gens qui débattent sur le son, le plus petit son possible. Qu'est-ce que quoi As-tu un mot à dire là-dessus? Ouais, j'ai un mot à dire. Le son le plus fort possible en termes de décibels. C'est aussi dans notre vidéo, donc sur la science sonore toujours, hein, mais bon, je suis désolée, je fais de la pub, mais pour le coup on en a parlé, donc autant que vous alliez la voir. On a une limite physique au décibel qui est quand même le 194 décibels environ, parce que dans les conditions normales de pression et de température, on arrive à une pression qui est de l'ordre de la pression atmosphérique. C'est-à-dire qu'on aurait, puisqu'une onde acoustique de compression, puis une phase de décompression, donc on aurait une décompression d'une pression et ça n'existe pas en fait. Donc voilà, je sais pas si ça répond à votre question sur le... J'ai pas lu tout ce qui se passe. Bon, en tout cas, il se pose des questions. Hein. Je vais parler de quelqu'un qui parle d'onde de choc, là, c'est aussi un peu le problème, c'est qu'a priori le son est plus linéaire. À ce moment-là, on n'a plus juste une compression, une décompression toute simple. Ouais, le problème des milieux compressibles, c'est toujours une sacrée histoire. Ouais. Ouais, mais si tu lances Pinta sur les ondes de choc, on n'est pas rendu. J'ai le droit. Non, en fait, c'est juste les ondes de choc, ça se comporte comme, enfin, entre guillemets, comme une onde sonore. La seule différence, c'est que l'onde de choc va venir modifier son milieu. Ça veut dire qu'en onde sonore, tu considères que quand ton onde se propage, elle modifie pas le milieu derrière. Alors que, en fait, une onde de choc, tu comprimes assez pour changer la vitesse du son derrière ton onde. Et du coup, ça se comporte comme une onde normale. La seule différence, c'est que ça a des comportements un peu bizarres. Mais normalement, une onde de choc, elle finit par s'atténuer et par se transformer en onde acoustique.
C'est plutôt l'inverse en fait. Enfin, si ton milieu est dispersif, tu auras plutôt l'inverse, c'est-à-dire que tu auras des... Attends, mon copain me parle de tout en même temps, il veut que je parle de DBSPL. Alors attendez, d'abord je finis sur mes ondes de choc. C'est que si ton milieu est dispersif, en fait, ton onde de choc, elle va se créer d'elle-même. Bah, en fait, le truc, c'est que normalement, t'as accélération du front. Ouais. Et t'as, comment on appelle ça, détente, enfin, t'as élargissement de la détente. Mais en fait, quand tu regardes, quand t'as un front. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au bout d'un moment, ta détente rattrape ton choc, ton front de choc. Et en fait, à la fin, t'as plus assez de pression pour accélérer ton front de choc, en fait. Ce qui fait que tu te stabilises sur une onde de choc. Ouais, tout à fait. Donc en fait, une onde de choc finit par devenir une onde acoustique. Parce que ça s'appelle l'amortissement hydrodynamique, t'as ta détente qui vient rattraper ton choc. Tout à fait. Bah, parfait. Alors, t'as dit que t'avais quelque chose d'autre à dire, Chat? Ouais, mais il va vous le dire parce que je sais pas de quoi il voulait parler. Donc... Ah non, c'était juste qu'il débattait sur le son plus fort, sauf qu'effectivement ça a de sens que quand c'est comparé à de l'audition, en fait le SPL c'est quand même une mesure psychoacoustique et que finalement, au-delà on pourrait faire des choses plus fortes, effectivement sous l'eau ou des choses comme ça où on peut avoir du 215 dB SPL, et ce qui semble important c'est juste de dire que ça sert à rien parce que ça veut pas dire grand-chose. Ouais, c'est pareil pour le son le plus faible en fait, c'est que le mesurer en décibels ça n'a pas de sens puisque c'est lié à l'oreille profondément, puisqu'il est défini par rapport à ce que la population moyenne peut entendre. Donc... Mais au final, on partirait en delta P, quoi. Ouais, pour être un peu plus physique, ouais. Bien, tu veux toujours parler, Panta? Non. Alors, on parlait onde de choc, donc évidemment, moi je vais mettre aussi ma propre pièce dans le chemin public. Quand tu te retrouves dans des milieux diphasiques où ton onde de choc provoque justement la condensation partielle de l'eau que tu peux, enfin de la vapeur d'eau, etc. Tu te retrouves avec des systèmes un peu qui ressemblent à des instabilités de combustion où finalement tu changes ton milieu en milieu diphasique, ce qui fait changer la vitesse du son. Sauf que du coup, ta vitesse du son qui change fait changer la condensation. Et tu te retrouves avec une boucle comme ça, c'est assez, ça peut être assez impressionnant. Et tu descends à des vitesses de son qui sont à peu près de l'ordre de ce que tu nous as dit, donc Mach 0,1, donc une trentaine de 30-40 mètres par seconde en fait. C'est ça, Mach 0,1 c'est bien 30-40 mètres par seconde. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, du milieu diphasique, tu parles de milieu avec des bulles par exemple, c'est ça? L'inverse, pour moi c'est milieu avec des gouttes, mais ça marche dans les deux. D'accord, ok. Oui, effectivement, c'est vachement intéressant d'ailleurs. Alors, pour le coup, je peux parler un peu plus des bulles parce que j'ai vu pas mal de soutenances de stage là-dessus, mais c'est vrai que c'est intéressant. Il y a des choses très belles qui se font là-dessus aussi sur de l'isolation, parce que finalement, tu arrives à faire résonner des bulles dans un milieu. Donc, si tu envoies des bulles qui ont un rayon qui résonne à peu près à la fréquence que tu peux envoyer, tu peux dissiper pas mal d'énergie dans tes bulles. Et c'est très beau. En parlant. Intéressant, ouais. Je pense que je jetterai un œil assez à ça. Bah écoute, j'ai l'impression que on est à la fin des questions. Si vous avez une question, c'est le moment de vous de secouer la main. Alors, j'ai un Panta qui dit ouais. Ah oui, non, c'est sur le gif qu'on a vu sur l'explosion, oui, thermonucléaire, ce genre de choses. C'est très beau aussi. Ça c'est vénère. Donc du coup, je pense qu'on est à la fin des questions, donc moi je vais arrêter l'enregistrement, on va se dire au revoir et puis on va continuer sur des discussions un peu moins formelles où tout le monde pourra y mettre de son, du sien. Donc du coup, merci beaucoup, hein, c'était une super présentation. Merci à vous. Je suis très contente de pouvoir clore cette saison. Donc merci. Voilà, exactement, c'est la fin de la saison 1. On espère tous vous revoir en septembre pour la saison 2 où on aura toujours plein de doctorants qui seront prêts à vous parler de tout ce qui peut exister, de la combustion à l'histoire de je ne sais quoi d'ailleurs, car je ne suis pas en histoire. Écoutez, merci beaucoup et j'arrête l'enregistrement maintenant. La bise.